Et si je vous disais qu'à Sion, on a un bâtiment moderne d'importance internationale? Le parcours de Mirko Ravan, d'abord sa naissance à Venise en 1928, et puis très vite cet intérêt pour le dessin. Il avait d'ailleurs à Venise un professeur qui était un artiste méconnu, Giuseppe Zennaro, qui enseignait à l'école des beaux-arts, mais tout ça dans un contexte très difficile puisqu'on est en plein pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis par la suite, c'est Paris, Florence pour compléter ses études, Paris à l'école des beaux-arts. Cette formation va déboucher aussi sur l'opportunité de travailler dans des chantiers prestigieux, celui de l'UNESCO avec Pierluigi Nervi et Zerfus et le troisième Marcel Breuer, et puis aussi travailler pour Jean Prouvé, et notamment à l'époque, en 1956, où il doit concevoir ces maisons de l'abbé Pierre. Et c'est un prototype de maison préfabriquée qui est construit sur les quais de la Seine en une journée, et qui est vraiment une espèce de masse compacte où tout est compris pour abriter les sans-abri. Après ça, il y a la possibilité de faire ses propres projets, et notamment le pavillon Hachette pour l'exposition universelle de 58 à Bruxelles. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti. C'est dans ce contexte-là que mes parents décident d'aller en Suisse, d'abord à La Chaux-de-Fonds. Mon père a sans doute l'idée déjà de suivre des cours à l'École des Beaux-Arts de Sion, des cours d'urbanisme dispensés par Alberto Sartoris, qu'il contacte en janvier 1957. À partir de fin 1957, Mirko Ravan et sa petite famille, parce qu'il avait déjà 2 enfants, s'établissent à Sion. La rencontre avec le père Damien s'est faite de manière, je pense, naturelle. Je pense aussi le fait que Mirko ait travaillé pour les maisons de l'abbé Pierre ont marqué un certain intérêt pour une architecture, disons, dépouillée, une architecture qui va pour des gens qui n'ont pas les moyens. Et il faut se rappeler aussi qu'un couvent franciscain fait œuvre de pauvreté, donc en principe, ils vivent sans argent et avec les dons de l'extérieur. Ça peut être une première raison d'une rencontre, mais il faut mettre en exergue là la dimension du père Damien, qui était une personne vraiment ouverte sur le monde, ouverte sur la modernité, qui avait eu l'intention de faire appel à Le Corbusier pour faire ce couvent, et qui rencontre Mirko Ravan, qui a évidemment cette culture tout à fait extraordinaire et qui est dans le bain de l'architecture contemporaine de l'époque. L'association s'est faite de manière très naturelle. Il y a une connivence qui s'est établie, il y a non seulement humainement mais culturellement, et qui fait que la complicité entre les 2 hommes, l'architecte et le maître de l'ouvrage, ne s'est jamais démentie. Et il faut raconter 2 choses. Le premier élément, c'est que, évidemment, que le projet a été mis à l'enquête. Maurice Zermatten, à l'époque, était contre le couvent des Capucins. Il mettait en doute les capacités de Mirko, étant jeune architecte. Il a 33, 34 ans. C'est pas, alors c'était facile d'attaquer un jeune architecte en disant il ne sera pas capable, etc. Et on retrouve une correspondance du père Damien envoyée à Maurice Zermatten, qui lui prie instamment d'avoir absolument confiance, comme lui-même a confiance en Mirko Ravan, et de délivrer enfin ce permis de construire pour qu'on puisse commencer les travaux. Le chantier était compliqué puisque les frères continuaient à habiter, il y avait une activité, et puis le chantier. Donc tout ça s'était mêlé. On n'a pas vidé le couvent pour faire, Non. donc ça a été tout par bribes et morceaux, par étapes. Et puis, évidemment, les frères ont été souvent contre également ce projet, non seulement à cause des nuisances, on comprend, mais ensuite parce que c'était tellement moderne par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de concevoir et d'imaginer, qu'ils se sont ligués contre l'architecte et contre le père Damien. Aussi, Mirko m'a raconté de vive voix qu'ils organisaient les séances entre eux la nuit pour ne pas avoir des oreilles indiscrètes qui pouvaient contrecarrer leur projet. C'est quand même important de souligner que maintenant, ce bâtiment est considéré comme d'importance nationale, qu'il est considéré aussi comme une des œuvres les plus importantes des années 60 en Suisse, dans ce rapport entre l'ancien et le contemporain. Ça, c'est extrêmement important de le souligner,
parce que nous sommes avant la charte de Venise pour rendre attentif le milieu architectural, qu'il ne faut pas tout détruire du passé, il ne faut pas faire une tabula rasa, mais il faut travailler avec.